François-Michel Le Tourneau. Bonsoir. Vous êtes avec nous par Skype, vous êtes géographe, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste du Brésil et de l'Amazonie brésilienne et vous animez un blog passionnant, Covidam. Il est dédié au suivi de la pandémie dans les Amériques. François-Michel Le Tourneau, le Brésil est peuplé de 210 millions d'habitants. Il est le pays le plus touché en Amérique latine, 100 000 cas, 7 000 morts. Néanmoins, je crois que vous considérez ces chiffres, comme d'autres chercheurs, comme étant largement sous-évalué. Oui, en effet, le système de santé brésilien qui est plutôt bon et qui est plutôt relativement bien équipé pour faire face à une pandémie comme ça, mais il y a quand même beaucoup de sous-enregistrements, notamment dans les quartiers défavorisés, de la mortalité. Donc c'est quand on aura plutôt les chiffres globaux de mortalité qu'on pourra voir le véritable bilan du coronavirus au Brésil. Alors, il y a une situation politique qu'on a du mal à comprendre, vue de France ou vue d'Europe. Les gouverneurs des différents États brésiliens confinent ou tentent de confiner, et le président Bolsonaro défilait ce week-end avec des opposants au confinement. On ne comprend pas. Comment est-ce possible ? Je dirais que les Brésiliens ne comprennent pas toujours non plus en ce moment, mais disons que le président Bolsonaro s'est enfermé dans une position effectivement où il veut parler à la petite frange de l'électorat qui le soutient, qui est, comme vous disiez, corona-sceptique, pour beaucoup aussi sur des questions religieuses, c'est-à-dire c'est un électorat qui considère que finalement tout ça c'est une épreuve envoyée par Dieu et que survivront les meilleurs, ou ceux qui sont choisis par Dieu. Et donc pourquoi, au milieu de tout ça, se mettre dans une situation de confinement, arrêter l'économie, c'est surtout ça qui lui pose problème. L'idée qu'il va y avoir une crise économique et qu'en fait c'est à lui qu'on reprochera cette crise économique, et ce qu'il veut pouvoir dire c'est dans quelques mois, regardez, il y a beaucoup de chômage, mais c'est pas ma faute, moi j'ai dit qu'il fallait pas le faire. Ce n'est pas donc ma responsabilité et réalisez-moi de préférence. Quant à son attitude, vous dites qu'il y a une clé quasi psychiatrique qui expliquerait qu'il a une vision messianique de lui-même. Il a échappé à un attentat, c'est ça ? Donc il a le sentiment d'être miraculé et intouchable. Tout à fait. Ce que j'appelle le complexe du miraculé, effectivement, il a pris un coup de couteau pendant la campagne électorale et il a survécu. Et il y a quelques rumeurs assez crédibles qui voudraient qu'il ait aussi peut-être été infecté par le coronavirus au moment de sa visite aux États-Unis en mars, mais qui n'aurait pas développé de symptômes, ce qui l'amène probablement doublement à s'imaginer sous la protection divine. Et c'est quelque chose qui est également renforcé par une partie de son entourage. On l'appelle le mythe, et bien évidemment les leaders évangéliques qui sont autour de lui le voient aussi beaucoup comme un instrument de Dieu directement, rien que ça. Donc tout ça fait qu'avec sa personnalité un peu mégalomane, il se sent au-delà de toutes ces choses-là. François-Michel Le Tourneau, pensez-vous qu'une crise politique majeure soit possible ? Il y a eu des demandes pour organiser un débat autour de sa destitution. Il a limogé le ministre de la Santé. Il y a eu une sorte de rumeur de corruption autour de son entourage familial. Est-ce qu'il pourrait y avoir une destitution ? L'armée le soutient-elle ? Où est-ce qu'on en est politiquement ? Alors la situation est très compliquée parce qu'il y a eu un nouvel épisode récemment qui est que le ministre de la Justice, qui était son monsieur incorruptible, a démissionné avec pertes et fracas et qu'il a été immédiatement témoigné auprès de la Cour suprême comme quoi le président était corrompu, ou en tout cas que la demande qu'il lui faisait de remplacer le chef de la police fédérale était basée sur des motifs d'intérêt personnel. Donc on est dans une crise qui est très sérieuse. Peu de gens pour le moment, parce que ça évolue très vite, mais peu de gens pour le moment pensent qu'on va aller vers une destitution tout de suite. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de récupérer la situation telle qu'elle est là tout de suite. Et la deuxième partie, c'est qu'une partie de la gauche brésilienne a passé son temps à expliquer que la destitution dont était victime la présidente Dilma Rousseff était un coup d'État. Donc si elle se met aujourd'hui à dire que non, on va destituer M. Bolsonaro, en fait, elle retombe dans le même discours que les autres. Donc pour le moment, on le regarde s'enferrer, mais il est clair que la crise est importante et le rôle des forces armées sera tout à fait capital. Pour le moment, il est un peu ambigu, on les sent plutôt en soutien de la démocratie, mais elles n'ont pas envie non plus de lâcher tout de suite le président Bolsonaro. François-Michel Le Tourneau, vous êtes un spécialiste de l'Amazonie brésilienne. Il semblerait qu'à Manaus, l'épicentre de l'Amazone au Brésil, la situation soit dramatique. Le maire de Manaus a fait creuser des fosses communes. Il manque de tout, de cercueils, de soignants, de protection. Il était même en larmes, je crois, sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Et le premier adolescent Yanomami est mort, je crois, il y a quelques jours, du Covid-19. La situation pour les
les peuplades, les peuples racines, comme disait Jean Mallory, les Indiens d'Amazonie, est terrible? Oui, alors il faut différencier deux choses. Manaus, effectivement, est dans une situation extrêmement compliquée, mais il s'agit d'une grande métropole de 2 millions d'habitants, et on a un petit peu la même situation qu'on a vu à Guayaquil, c'est-à-dire des villes avec des foyers d'épidémie très importants et pas de moyens sanitaires pour y faire face. C'est ce à quoi nous avons somme toute échappé. Pour les Indiens d'Amazonie, effectivement, la situation risque d'être très compliquée, puisqu'on sait qu'ils sont particulièrement sensibles aux maladies respiratoires. Comme vous le disiez dans le teaser au départ, ils ont été victimes des épidémies européennes depuis le XVIe siècle, donc ça fait très longtemps, et donc pour eux c'est une angoisse existentielle en quelque sorte qui remonte. Après, ils sont, heureusement pour eux, pour la plupart, isolés en forêt. Toute la question est de savoir s'ils réussiront à s'isoler sans le virus ou s'ils vont s'isoler avec. Et bien évidemment, s'ils s'isolent avec, il y a très peu de postes de santé. Ces postes de santé ne sont pas du tout équipés de respirateurs, vous l'imaginez bien. Et donc la situation pourrait devenir calamiteuse très rapidement. Alors, ils sont isolés en forêt avec ou sans le virus. Néanmoins, un deuxième danger les menace, et vous étudiez, vous cherchez et vous alertez, vous n'êtes pas le seul évidemment, c'est à la fois la confiscation de leurs terres et la déforestation qui les rend encore plus vulnérables. Je crois que quant à la déforestation, elle n'a jamais été aussi grande cette année que depuis 2008, vous confirmez? Oui, tout à fait. Enfin, la déforestation a beaucoup augmenté, avec la petite remarque quand même qu'on est malgré tout à seulement un tiers de ce qu'elle était au début des années 2000, mais elle a réaugmenté de manière très importante, et c'est une tendance qui est très préoccupante. Surtout, le rythme d'augmentation est très important. Donc, on pourrait retrouver les sommets absolus qu'on avait connus au début des années 2000 d'ici 2-3 ans si ça continue à ce rythme-là, effectivement. Un scientifique brésilien d'une université du Pernambouc, je crois, a alerté sur la possibilité que la prochaine pandémie serait issue de la forêt, prochain agent pathogène, à cause de la déforestation et des bouleversements des écosystèmes. Est-ce que c'est plausible? C'est une possibilité, puisqu'on l'a vu en Afrique avec Ebola, on le voit en Asie également. Donc il est clair qu'il y a des organismes que nous ne connaissons pas dans la forêt amazonienne, et le fait que nous avancions sur la forêt amazonienne est forcément une préoccupation. Je dirais que par rapport à l'Afrique et à l'Asie, le type d'avancée sur la forêt amazonienne se faisant beaucoup par une déforestation qui est une destruction totale de l'environnement, et non pas une coexistence dans une certaine mesure avec notamment les animaux locaux, le risque est peut-être un petit peu moins grand, mais ce n'est pas du tout à exclure. Merci François-Michel Letourneau. Je renvoie à votre blog sur la situation sanitaire et politique par là même dans les Amériques. Covidam, merci encore d'avoir témoigné Merci dans 28 minutes ce soir.